Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Anime Hebdo, l'émission où on va parler des épisodes d'animé de la semaine. Alors au programme, on a un épisode très bon de Tokyo 24th Ward, qui est un animé que trop peu de gens regardent. Allez regarder ça, c'est une vraie dinguerie. Sinon, on a eu un dimanche masterclass avec Demon Slayer et son animation irréelle. Et SNK, voilà, Shingeki no Kyojin, qui nous a régalé avec un épisode qui a adapté une de mes parties préférées du manga. Donc c'était un pur régal. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que le concept va vous plaire. Et sur ce, c'est parti. Alors voilà le tableau avec tous les animés qu'on va traiter cette semaine. Alors il y en a juste, voilà, il y a Love of Kill et Police in a Pod qui sont en dessous, qu'on verra évidemment pour le mercredi. Mais s'il y a des animés que vous regardez cette saison qui sont pas dans ce tableau, c'est simplement parce que soit j'ai pas encore commencé à les regarder, comme par exemple Akebi's Sailor Uniform, ou soit que je suis pas à jour, comme par exemple One Piece ou Boruto, où il faut que je me remette à jour sur l'animé. Je vais essayer de le faire pour les semaines prochaines, mais voilà les épisodes qu'on va traiter pour cette semaine. Il y en a déjà un paquet, c'est déjà plutôt pas mal. Mais juste très rapidement avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker la vidéo si le concept vous plaît, puisque comme c'est la première fois que je le fais, j'aimerais bien avoir vos retours. Donc merci aussi de donner vos retours dans les commentaires. Aussi il y aura sûrement des spoils dans cette vidéo. Enfin même sûrement il y aura des spoils dans cette vidéo. Je le signalerai à chaque fois, il y aura des épisodes où il y aura moins de spoils que d'autres. Donc je le signalerai à chaque fois et de toute façon vous avez les timecodes si vous voulez pas être spoilé sur un épisode en particulier. Donc voilà, tout simplement. Et donc c'est parti, on va faire la review de tous les épisodes sortis cette semaine. On va commencer par lundi et finir par les épisodes de dimanche. Et donc on commence avec Sabikui Bisco épisode 4 qui est sorti ce lundi. Donc c'est un épisode plutôt agréable, en tout cas je l'ai trouvé agréable, qui se concentrait surtout sur le développement des personnages, Milo et Bisco en particulier, qui sont le dynamique duo on va dire de cet animé, avec une petite mention spéciale pour le crabe Akutagawa et une apparition remarquée de Chihiro. Vous savez de quoi je parle si vous avez regardé l'épisode bien entendu. Un truc que j'ai bien aimé, c'est que cette ambiance post-apocalyptique est conservée. C'est vraiment ce qui donne un peu l'identité à l'animé, puisque c'est une ambiance très particulière. Donc on le retrouve dans cet épisode avec les paysages que les deux héros découvrent, puisque effectivement ils sortent enfin de la ville où était Milo au départ. Je trouvais que les épisodes se limitaient un petit peu trop à ce cadre au début, et donc c'est cool qu'on découvre un peu de nouveaux décors. Je vais donner une note à chaque épisode dont on parle, une note sur 10, et donc pour moi Sabikui Bisco épisode 4, ça va être un 6 sur 10. Voilà, un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus exceptionnel. On passe ensuite à Tribe 9 épisode 4. Tribe 9 épisode 4, alors pour cet épisode là je vais devoir spoiler, il y aura des spoils majeurs. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si vous n'avez pas regardé, de passer à la fin de cette review. Donc il y aura des timecodes évidemment, vous regardez dans la vidéo. Mais donc c'est parti, Tribe 9 épisode 4 qui commence par la mort d'un des personnages les plus importants, si ce n'est le personnage le plus important de l'animé, qui est Kamiya Shun. Honnêtement c'était assez insane, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a pris une tournure totalement différente de ce que j'avais imaginé. On a un épisode qui nous gratifie encore de décors futuristes que je trouve très cool. Et surtout un truc que j'ai vraiment marqué dans cet épisode, c'est les musiques. Je les ai trouvées vraiment ultra variées. On avait du rap, de l'électro, du rock, parfois même des OST au piano pour les flashbacks émouvants. On voit une énorme variété sonore qui accompagne très bien l'animé, je trouve. Un truc qui m'avait un peu dérangé, c'est le manque qu'on avait ressenti de Kamiya Shun. Évidemment, c'est fait exprès puisque le personnage vient de mourir. Mais il a vraiment laissé un creux dans l'équipe. Et Aoyama Kazuki, qui arrive à la fin de l'épisode pour le remplacer, je pense va vraiment réussir à combler ce trou. Donc très cool qu'on arrive à voir ça. Si je peux citer quand même quelques points négatifs, c'est le running gag avec les quadruplés. Que je trouve absolument inutile, très peu drôle. Les personnages ne servent absolument à rien. Et aussi l'animation, qui est vraiment pas au niveau par rapport à ce qu'on peut avoir cette saison. Même si elle s'améliore quand même dans les moments importants, ça il faut le souligner. Dans les moments qui comptent, ils arrivent à quand même améliorer la qualité de l'animation et rendre quelque chose de qualitatif. Mais sinon, dans l'ensemble, un bon épisode. Je vais donner une note de 7 sur 10. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié à regarder. Et donc voilà, si vous n'avez pas regardé Tribe 9 et que vous avez quand même regardé cette section là, n'hésitez pas à regarder l'animé, c'est du baseball futuriste, c'est très cool. On passe ensuite à mardi avec un des deux isekai diplomatiques de la saison. L'autre c'est How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Et donc ça c'est The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Un des deux isekai que j'appelle diplomatique, puisque ça se concentre surtout sur de la diplomatie et de la politique. Dans cet épisode, on a le personnage de Gérard qui apparaît, qui est extrêmement mémorable. Non, c'est faux, c'est tellement faux puisque ce mec décède avant la fin de l'épisode. Honnêtement, je considère pas ça comme un spoil majeur puisque c'est vraiment... Enfin, quoique... Si, ok, il y aura une petite moins de drôle spoil, je pense, avant le début de cette section, puisque si quand même ça a pas mal d'impact.
Donc effectivement, le personnage de Gérard, qui ressemble plus à un méchant de One Piece qu'autre chose, là si vous voyez les dragons célestes, vraiment, il me fait totalement penser à ces gars-là. Bref, donc apparition et disparition de Gérard, la merde ambulante, donc qui honnêtement, sa disparition a beaucoup d'impact, puisque ça va vraiment avoir des conséquences dramatiques sur les relations diplomatiques entre les pays et les dirigeants de ces pays. Mais un truc aussi que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode, c'est la relation entre le prince, Wayne ou Vine, je sais plus comment ça se dit, mais on va dire le prince, et Ninim, qui est sa seconde, mais aussi Loa, qui est du coup la princesse de l'Empire. Honnêtement, j'aime énormément les interactions entre ces trois personnages. Donc entre Ninim et Vayne, ce que j'aime énormément, c'est le fait que les deux se protègent mutuellement. Dès que quelqu'un parle mal de l'autre, ou alors que voilà, qu'il y a une personne qui parle mal d'un des deux, le second le défend. Je trouve ça vraiment cool. Ça se voit qu'ils s'apprécient énormément mutuellement. Et de l'autre côté, on a l'interaction entre Wayne et Loa, donc qui est la princesse de l'Empire. Et que je trouve vraiment cool, puisqu'en fait, ils se connaissent tellement bien les deux personnages qu'ils arrivent à anticiper les actions de l'autre et à anticiper les anticipations de l'autre. Ça va dans des degrés vraiment très loin. Et non, honnêtement, ça donne un épisode qui est vraiment très cool à suivre, avec un scénario dynamique et qui marche plutôt bien. Donc voilà, bien pensé, honnêtement, c'est un 16 sur 10. L'épisode est très cool à suivre, et l'animé même, dans sa globalité, est vraiment sympa. On a ensuite Life with an Ordinary Guy Who Reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Là, c'est plutôt un isekai centré sur de l'humour. Donc le premier point que j'avais noté, c'est animation et pas d'excellente facture. Bon, c'est vrai. Après, c'est pas ce qu'on attend forcément d'un animé à visée humoristique. Mais bon, il faut quand même admettre que c'est vraiment pas top. Et sinon, niveau humour, puisque c'est ce qu'on va regarder le plus, ça marche toujours pour moi. Je trouve ça très drôle. Surtout qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est Schwartz. Le mec est hilarant, vraiment, il est beaucoup trop drôle. Il a une imagination débordante, il s'invente tout le temps des histoires, que ce soit pour lui ou pour les personnages qu'il rencontre. C'est n'importe quoi, et surtout, genre, l'animé l'accompagne dans ses délires, c'est un truc de ouf. Genre, les musiques l'accompagnent, les visuels, on a des petites images, des petites histoires en images qui accompagnent ses délires. C'est vraiment marrant. Sinon, c'est vrai que le scénario avance pas forcément, mais on a quand même un développement de la dynamique entre les deux personnages principaux, Tachibana et Jinguji, et l'apparition de nouveaux personnages. Donc voilà, c'est toujours plaisant, c'est toujours drôle, mais pas un épisode non plus exceptionnel. Ça va rester un 6 sur 10. C'est vrai que pour l'instant, lundi-mardi, c'était pas vraiment mémorable, et là on arrive dans des épisodes absolument exceptionnels pour moi, avec Tokyo 24th Ward, épisode 5. Excellent. C'est un épisode qui se centre autour de l'attentat de Kunai. Donc il y aura des spoils majeurs évidemment dans cette partie de l'épisode. Donc n'hésitez pas à passer à la fin si vous voulez ne pas être spoilé. Mais donc c'est un épisode qui se concentre sur le personnage de Kunai. On a un développement autour de Kunai et de sa relation avec Ran. Mais surtout en fait, ce que j'ai trouvé impactant, c'est la résolution. Je trouvais vraiment que... en fait, moi j'avais l'impression que la relation entre les trois personnages principaux, le trio RGB, j'avais l'impression que la relation entre le trio, les membres du trio RGB allait jamais vraiment s'étioler. Elle restait toujours la même. Et avec cette résolution d'épisode, j'ai vraiment l'intuition que ça va changer. Qu'il y a des choses qui vont changer, puisque tout simplement Kunai est assassiné par Cookie, donc le vert, le green du groupe, alors que donc Kunai c'était un des amis de Lan, et Lan essayait de raisonner son ami, et Cookie en a tout simplement rien à foutre, et il a tué Kunai pour éviter évidemment cet attentat. Donc une résolution absolument masterclass, un scénario très très bien pensé. Tout s'imbriquait en fait, tous les éléments qu'on avait vus précédemment s'imbriquaient pour créer vraiment une narration hyper intéressante. C'est peut-être un épisode qui manquait un petit peu d'action, je trouve, par rapport au précédent, surtout quand on sait la qualité d'animation qu'arrive à proposer Cloverworks dans ses scènes d'action. Mais sinon, voilà, très très bel épisode, honnêtement, une fin que j'ai adorée, très riche en messages, avec aussi la fille Kazue, a eu l'esprit ouvert par Kunai à l'art de la rue et à ce que pouvaient représenter les œuvres d'art éphémères. Vraiment très très cool, un épisode excellent. Donc c'est un 8 sur 10, mérité pour Tokyo 24th Ward, épisode 5. On passe ensuite à Orient. Orient qui est le shonen Neke toute cette saison, avec un épisode que j'ai trouvé excellent. Une intensité émotionnelle qui était au rendez-vous. Donc on a les personnages apparus dans l'arc que sont donc Kosameda et Tsugumi, Kosameda qui est le père adoptif de Tsugumi, qui ont un développement absolument massif dans cet épisode, qui ont un combat aussi entre les deux, puisque
Tsugumi essaye de s'échapper du joug de son père adoptif. C'est un petit peu tout l'enjeu de l'épisode. Et voilà, ça fonctionne en fait. On peut pas nier qu'il y a énormément de tropes du shonen neketsu, plein de trucs qui sont réutilisés, mais je trouve que tout fonctionne très bien. Voilà, beaucoup de gens ont mal noté Orient sur les sites de notation d'animé, et je pense que c'est en partie dû à l'animation qui est pas top, les visuels sont pas non plus exceptionnels. Mais si on arrive à se libérer cette vision-là et qu'on regarde seulement l'impact qu'a l'animé, je trouve que c'est un shonen neketsu qui fonctionne très très bien. Un peu cliché par moment, mais voilà. Kosameda fonctionne très très bien en tant que méchant. Tsugumi est un personnage très complet, très pluridimensionnel. Donc voilà, non, honnêtement, on a un épisode très marquant, très impactant, avec un doublage excellent aussi. Les seiyuu sont vraiment pixel perfect. Les seiyuu sont vraiment insane. Les musiques sont très très belles aussi. Donc voilà, honnêtement, un épisode très bon pour moi, le meilleur épisode de Orient cette saison. Donc je vais donner un 8 sur 10 mérité pour cet épisode 5. On passe ensuite à Love of Kill épisode 4. Alors, vous pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous, mais voilà, il y en a deux autres. Love of Kill et Police in a Pod. On commence par Love of Kill. Love of Kill épisode 4. Qui est un épisode... Déjà, il y a un truc que j'ai marqué dans mon petit résumé, c'est 4 minutes et l'épisode a pas encore commencé. C'est One Piece en animé saisonnier. Vraiment, le truc, c'est... Je sais pas, il y avait un résumé qui a duré beaucoup trop longtemps au début. Un résumé de l'épisode précédent, j'avais pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais ouais, en tout cas, un peu décevant que du coup, on n'ait que 20 minutes vraiment d'épisode. On enlève en plus l'énigme encore moins. Mais en tout cas, un truc qui ne change pas, c'est le harcèlement. Merci beaucoup, Song, de toujours continuer à harceler Château. Enfin, vraiment, ça ne change pas. Non, si on enlève un petit peu ces petites blagues, on a toujours une tension qui est palpable dans cet épisode. C'est vraiment un animé qui se concentre sur la tension, sur un scénario, du mystère, beaucoup d'éléments, beaucoup de ce genre d'éléments d'animé policier qui ici fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de personnages dans cet épisode qui m'ont marqué. Donc en particulier Dankworth, l'inspecteur de police qui recueille Château quand elle est petite, je le trouve absolument incroyable. Il est tellement bienveillant. Ce personnage, il m'a vraiment beaucoup ému dans sa bienveillance. Très très bon, un très très bon flashback. Mais il y a aussi Château qui m'a marqué puisque je me rends compte petit à petit que c'est un des styles de personnages que j'aime le moins. En fait, c'est des personnages qui sont passifs, qui ne font rien. Genre, tout leur est servi sur un plateau et pourtant ils arrivent quand même à faire de la merde et à faire merder les événements principaux. Genre, en fait, c'est un personnage qui est ultra passif et dès qu'elle prend une décision, ça tourne mal, globalement. Vraiment, c'est ça le problème avec ce personnage. Mais si on enlève ça, honnêtement, je trouve que le mystère et le scénario qui entourent les deux personnages principaux sont en fait un passé croisé. On se rend compte qu'ils ont quand même un passé croisé, donc peut-être que le harcèlement de Song a finalement un sens. Au final, peut-être que c'est pas juste dénué de sens et que c'est peut-être pas juste du harcèlement pur et dur, peut-être qu'il y a un truc derrière ça quand même. Il faut quand même souligner le fait que parfois le scénario prend quelques facilités. Mais ouais, sinon c'est un épisode correct, sympathique, qui a réussi à me tenir en haleine. C'est ce que je demande, donc pour moi c'est un 7 sur 10. Plutôt mérité pour cet épisode de Love of Kill. Ensuite on se retrouve avec Police in a Pod, un des animés que je trouve le plus sous-coté cette saison. Honnêtement il est vraiment cool, je sais pas pourquoi peu de gens le regardent. Mais c'est un animé qui est à la fois humoristique et qui arrive aussi à traiter des sujets très graves. On va le voir dans cet épisode, même s'il y a des épisodes qui étaient un peu plus représentatifs de ce concept-là dont je parle. Mais dans cet épisode, on a un peu cette idée-là. Avec donc une première partie vraiment centrée sur de l'humour qui est extrêmement drôle. C'est incroyable. Enfin, vraiment, les situations sont hilarantes. Les doubleurs sont absolument excellents. Voilà. Enfin, le personnage de Fuji qui est toujours en avance sur tout le monde, comme d'habitude. Ça ne change pas. Mais la deuxième partie de l'épisode, par contre, se concentre sur un autre truc que, au début, j'ai trouvé un petit peu gênant, le traitement du truc, puisque en fait, donc les policiers vont arrêter un frotteur, un gars qui se frotte contre des filles dans le métro, dans les transports en tout cas. Et donc, je me suis dit que ça allait être un peu gênant. Ils ont réussi à traiter ça d'une manière tellement drôle. Vraiment, ça m'a mis au sol. La scène de la reproduction. Si vous voyez de quoi je parle, c'est un délire. Et c'est vraiment exceptionnel. Genre, ils sont tous sérieux, ça n'a aucun sens. La scène est beaucoup trop drôle. Fuji, elle part totalement en couille, c'est un pur régal, vraiment. Moi, il y a un truc que je trouve exceptionnel dans cet animé, c'est le quatuor.
de personnages, donc Fuji, Kawaii et les deux mecs dont je ne me souviens plus le nom, mais ouais, les deux inspecteurs de police. Je trouve le quatuor excellent. J'ai rarement vu un quatuor de personnages avec des interactions aussi fluides et qui fonctionnait aussi bien. Mais ouais, un très 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 bon épisode. Un animé que je vous conseille très fortement de regarder puisqu'il est exceptionnel. Ah oui, donc pour moi c'est un 7 sur 10 cet épisode, voilà. Donc 7 sur 10 pour l'épisode 5 de Police in the Pod. On se retrouve ensuite jeudi, donc après un mercredi qui a été vraiment stacked avec des épisodes de très bonne qualité. On se retrouve jeudi avec mon body préféré, Ranking of Kings. Évidemment, je pense que c'est un des animés que beaucoup de gens regardent cette saison puisqu'il est exceptionnel. L'épisode commence avec une des scènes les plus marquantes, tout animé confondu. Cette scène, c'est un délire. Donc spoiler alert, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, partez maintenant. Mais la mort de la mère de Bojji, j'étais choqué, je pouvais plus rien dire, j'étais muet. Cette scène m'a traumatisé, tout simplement. C'était un flashback sanglant, horrible, touchant, enfin tout, je sais pas. Une scène magnifique, voilà, une scène magnifique tout simplement. Sinon, on se rend compte de plus en plus que le monde de Ranking of Kings est impitoyable, notamment avec un autre flashback, le flashback de Gigan. Donc, qui est dans l'armée de Desra. Et du coup, l'armée de Desra qui fait un massacre sur le peuple de Gigan. Et bon, on se rend compte à quel point le monde est impitoyable. On s'en rend compte de plus en plus. Chaque épisode après épisode, il y a des choses de plus en plus horribles qui sont mises sur la table. Mais donc voilà, c'est un truc qu'il va falloir garder en tête. Effectivement, le petit Bojji qu'on aimerait tous protéger est quand même dans un monde vraiment impitoyable. Et donc c'était un épisode, encore une fois, ça fait pas mal d'épisodes que le scénario avance très peu, mais qu'on a un développement de personnages massif. Vraiment dans cet épisode, que ce soit Desha, Miranjo, Bojji, Despa, Gigan, Kage, Domas, Hokuro. Tous les personnages sont mis en avant, tous les personnages sont développés et on se rend compte de plus en plus que les personnages de Ranking of Kings sont pluridimensionnels, sont très très bien traités. J'attends encore de voir un peu plus de décors, un peu plus d'environnements différents, comme ce qu'on peut voir par exemple dans l'opening. Mais voilà, un excellent épisode. Pour moi, ça va être néanmoins seulement un 7 sur 10 parce qu'on a vu des meilleurs épisodes de Ranking of Kings très clairement, surtout dans la partie 1. Mais pour moi, ça va quand même le meilleur épisode de cette partie 2 pour l'instant. Et j'ai l'intuition que ça va être de mieux en mieux au fil de la saison. Et que là, on va arriver vraiment dans des épisodes clés. Et donc voilà, un 7 sur 10 pour cet épisode 16 de Ranking of Kings. Et on passe à vendredi avec les mémoires de Vanitas, Vanitas no Carte, qui est un des animés. En fait, je vois très peu de gens parler de Vanitas no Carte sur les réseaux. Alors que c'est quand même un des animés pour moi les plus impactants, les plus marquants de cette saison. Avec alors un épisode qui est loin d'être le meilleur pour l'instant de cette deuxième partie de saison, mais qui est très lourd en révélation, surtout autour du personnage de Jean-Jacques. On a un flashback sur le personnage de Jean-Jacques. Chloé qui est un personnage que je trouve extrêmement intéressant, que ce soit dans son chara design que j'adore. J'adore le chara design de Chloé, je le trouve impeccable. Mais aussi dans ses ambitions, dans ses volontés, etc. Et dans ce qu'on voit à la fin de l'épisode, que je trouvais très intéressant. Je sais pas où ça va nous mener, ce qu'on voit à la fin de l'épisode, avec Nenia. Mais donc voilà, un épisode avec beaucoup de révélations, mais qui en termes d'animation, en termes de musique, en termes d'impact émotionnel, était pas le meilleur pour moi. Il y a déjà eu mieux dans cette saison. Ça, c'est resté un épisode très très cool. Voilà, c'est un 7 sur 10 pour cet épisode de Vanitas no Carte, qui a quand même été très sympathique. On passe ensuite à samedi, donc le week-end qui a été vraiment stacked avec des épisodes de très bonne qualité. Même si plus dimanche que samedi, puisqu'on commence samedi avec How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, donc le deuxième isekai diplomatique dont je parlais tout à l'heure, avec le jugement de Vargas. Honnêtement, pour moi, c'était un des épisodes les plus tendus et les plus marquants de l'animé. Je trouve cet animé vraiment sous-coté, puisque même si l'animation est très mauvaise, l'animation est vraiment de piètre qualité, c'est infâme à regarder, mais en termes de développement de personnages et en termes d'intrigue pure, c'est un des animés qui réussit, enfin un des isekai qui réussit vraiment à
créer les choses les plus intéressantes. Donc cet épisode se concentre sur le jugement de Vargas, qui a trahi du coup Soma pendant la guerre. Il y a eu une guerre évidemment entre les deux qui a ensuite causé la guerre contre Amidonia. Et donc voilà, Vargas est considéré comme un traître et donc son jugement est légitime. Et en fait, le jugement est vraiment tendu et très réaliste puisque pendant tout l'épisode, Soma va citer Machiavel. Et en gros, il dit que Machiavel dit que un dirigeant ne doit pas être tout le temps cruel, sinon c'est un despote, mais il se doit d'être cruel à certains moments clés. Et un dirigeant qui est tout le temps gentil, ça fonctionne pas. Globalement, c'est ce qu'il dit. Et donc, en gros, on comprend que là, Soma est dans sa période, ok, je dois faire des trucs cruels pour m'imposer en tant que dirigeant. Et il le fait, voilà, tout simplement. Il tue des gens dans cet épisode, hein, il met des gens à mort. Et donc, c'est un épisode qui est vraiment marquant, très tendu. Et voilà, niveau enjeu, c'est très très solide. Donc, ça va être un épisode de 7 sur 10 pour moi. Même si, en vrai, la fin de l'épisode est un peu gênante. Honnêtement, il y a un truc qui me gêne. Vraiment, c'est ce côté harem. Je trouve qu'on aurait pu rester dans Soma a une femme qui est Lycia tout simplement, point, et les autres sont ses vassales, tout simplement. Mais non, il fallait que tous les vassaux qui sont des femmes deviennent une femme de Soma. Écoutez, c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. C'est fait, voilà. Tant pis. Mais donc 7 sur 10 pour cet épisode 18 de How Realist Hero Rebuild the Kingdom. On passe ensuite à Karakai Jozo no Takagi-san. C'est la saison 3 de Karakai Jozo no Takagi-san. Et c'est l'épisode 5 de cette saison 3 qui est sorti cette semaine. Avec un début d'épisode hyper perturbant. Très 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 perturbant. Je n'ai rien compris. Jusqu'à ce que finalement je comprenne que, en tout cas, d'après ce que j'ai l'impression, puisqu'en fait je suis même pas encore sûr de ce que j'ai vu, mais d'après mon impression, c'était une vision du futur, du coup, de ce qui allait se passer, avec potentiellement, du coup, la fille de Takagi, potentiellement, du coup, la fille de Takagi et Nishikata ensemble, dans le futur, peut-être. En tout cas, je sais toujours pas ce que j'ai vu, mais pour moi, c'est clairement un des meilleurs épisodes de l'anime entier. Il est vraiment incroyable, leur relation devient de plus en plus mignonne au fil du temps, je pensais pas que c'était possible, mais ça devient toujours de plus en plus mignon, c'est incroyable. Voilà, on commence à envisager une vraie évolution de leur relation, du coup, avec ce début d'épisode perturbant. Et il y a de plus en plus de... On sent que vraiment la dynamique, l'alchimie entre les deux personnages devient de plus en plus intéressante. Et voilà, j'ai encore envie de mettre en avant un truc, c'est les seiyuu, qui sont absolument pixels. De toute façon, pour Nishikata, c'est Yuki Kaji qui est absolument partout. Ce mec est partout. Il double Eren, il double Shoto, il double Daida dans Ranking of Kings, bref. Monstrueux, mais même la doubleuse de Takagi est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, un épisode très très bon de Karakai Jozo no Takagi-san. Je lui ai donné un 8 sur 10 puisque vraiment ça m'a complètement mindfuck au début de l'épisode. Et c'est un animé que j'adore retrouver chaque semaine. Je l'ai dévoré. C'est un truc, c'est-à-dire que ça fait 3 saisons que c'est toujours la même chose Karakai Jozo no Takagi-san. Mais c'est toujours la même chose avec à chaque épisode un peu plus. Un peu plus dans leur relation, un avancement de plus en plus petit à petit. Et donc c'est pour ça que chaque épisode est toujours ultra divertissant, ultra plaisant à suivre. Et donc voilà pour cet épisode 5 de Karakai Jozo no Takagi-san, je lui donne un très bon 8 sur 10. On finit cette semaine avec Dimanche, et un dimanche qui restera je pense dans l'histoire de l'animation japonaise, parce que les épisodes étaient absolument magistraux. C'était un délire. Alors on commence par Demon Slayer. J'ai rarement vu, si ce n'est jamais, un épisode d'un animé saisonnier aussi bien animé. C'était une dinguerie tout simplement. Dès qu'on rentre dans l'épisode, on a du feu partout, et le feu est si bien animé. Un de mes potes avait dit on dirait un VFX 3D, genre on dirait juste des FX d'un film hollywoodien. C'est une dinguerie le truc. Excellente animation. Des frissons pendant tout l'épisode. Enfin, vraiment une utilisation parfaite de la lumière, des lumières chaudes, c'était magnifique. Voilà, enfin, un épisode avec tout le temps des frissons, tout le temps. Gyutaro qui conforte sa place dans les meilleurs antagonistes de cette saison. Il fait vraiment froid dans le dos quand il discute de manière totalement calme avec Tanjiro.
Le flow de Zenitsu aussi quand il se réveille, une pure dinguerie. L'animation du combat Gyotaro contre Tanjiro, c'était épique, vraiment. Et le final de cet épisode, quand ils arrivent enfin à tuer les deux piliers. Enfin, pardon, pas les deux piliers, qu'est-ce que je dis les deux lunes, mais du coup la lune qui se divise en deux, quand ils arrivent enfin à la tuer, c'est juste une masterclass. J'étais debout, j'étais nu, j'étais à poil, mesdames et messieurs, devant cet épisode. C'était une pure masterclass. Donc merci beaucoup à iFootable pour cet épisode. J'espère que vos animateurs sont encore vivants. Je serais étonné si c'était le cas. Mais voilà, très 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 bon épisode. C'est un 9 sur 10, très largement mérité. Un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur épisode pour l'instant de la saison. Tout animé confondu, une dinguerie. Meilleur épisode de la saison, vous êtes sûr ? Parce que j'ai l'impression qu'on a un épisode 21 de la saison finale d'Attaque des Titans qui pointe le bout de son nez. Voilà pour la petite anecdote, je savais ce qui allait se passer dans cet épisode et c'est ma partie préférée de SNK quand je l'avais lu en manga parce que j'ai lu les scans. Donc spoiler évidemment majeur pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Mais donc c'est un épisode où on voit le flashback d'Ymir. Et évidemment le début du grand terrassement avec les murs qui s'ouvrent et les titans qui sortent des murs. Pour moi c'était une de mes parties, si ce n'est ma partie préférée de SNK. Le flashback d'Ymir m'a traumatisé. Il est tellement marquant, c'est une pure dinguerie. On voit aussi la détermination d'Eren qui est absolument inébranlable. Enfin, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, où juste Eren mettait une pression monstrueuse juste par sa détermination et son envie de vaincre. Là, dans cet épisode, il remet ça, c'est vraiment une dinguerie. Mais ouais, enfin, honnêtement, Mappa qui nous produit un épisode absolument masterclass, mais vraiment un épisode qui restera dans les annales de l'histoire de l'animation japonaise. Donc merci beaucoup à Mappa pour ça. Merci en fait à tous les studios d'avoir produit ces animés cette semaine, puisque c'était absolument Pixel, une très très bonne semaine d'animation. La semaine prochaine, on va se retrouver... Ah, j'ai pas donné la note pour Attaque des Titans. Disons 9 sur 10, voilà, 9 sur 10. Je garde le 10 sur 10 pour un potentiel... pour de potentiels épisodes qui arriveront peut-être dans le futur. Grosse dinguerie. Surtout ce dimanche, on a eu vraiment un dimanche... On a mangé Gucci, on a mangé Chanel, on a mangé tout ce que vous voulez. Mais dimanche, c'était clairement des marques de luxe qu'on a dévorées. Voilà, en tout cas, la semaine prochaine, on aura encore tous ces épisodes-là, enfin tous ces animés-là plutôt, avec peut-être d'autres, peut-être que je me rattraperai One Piece. Je vais essayer d'en rattraper le plus possible pour essayer de les rajouter au programme de la semaine prochaine. Sinon, ce qu'on peut signaler d'important, c'est qu'on aura un épisode plus long de Demon Slayer, puisque le créneau qui a été donné, c'est 45 minutes. Normalement, on aura un épisode entre 35 et 40 minutes, il me semble. Donc voilà, c'est l'épisode final de la saison. J'espère qu'on va pouvoir profiter d'un épisode masterclass comme cette semaine tout simplement. J'espère que ça vous a plu ce concept du coup. En tout cas ça m'a vraiment plu de le faire et de suivre un peu tous ces animés au fil de la semaine. Donc évidemment je vais le refaire pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les épisodes des prochaines semaines. Et à liker si le concept vous plaît puisque c'est la première semaine que je le fais. J'espère que ça vous a plu. Et du coup à la semaine prochaine. Allez ciao.